Bonjour les échéquistes, bon retour et pour les nouvelles et nouveaux parmi vous, soyez les bienvenus et surtout n'oubliez pas s'il vous plaît, très important de vous abonner. Regardez, il ne reste plus que 5 abonnés pour atteindre les 1000, d'ici la fin du mois, on le fait non ? Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass d'attaque absolue. Croyez-moi, vous n'êtes pas préparé à ce qui va suivre. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, cette partie que je vais vous présenter, que j'ai l'insigne honneur de vous présenter, que dis-je, a pour nom l'immortelle danoise. Alors, cette partie a opposé du côté blanc, connu uniquement pour ça, malheureusement j'ai envie de dire, le grand maître international en 2001, danois Carsten Høy, raison pour laquelle cette partie est appelée l'immortelle danoise. Et notre ami Carsten Høy va avoir fort à faire puisqu'il va être opposé à pas moins que l'impressionnant Boris Gulko. Alors pourquoi est-ce que je dis que Boris Gulko, dont vous avez ici une photo de lui beaucoup plus jeune, était impressionnant? Eh bien tout simplement parce que, tenez-vous bien, il a eu le privilège d'avoir un score positif en compétition contre Garry Kasparov. Oui, vous avez bien entendu, dont une fois avec les pièces noires en 24 coups seulement. Alors rendez-vous compte, déjà battre Kasparov c'est un exploit en soi, mais si en plus vous avez un score positif contre l'ogre de Bakou, eh bien voilà, donc Boris Gulko, ex-grand maître soviétique qui a émigré hors du RSS, avait un score positif contre Garry Kasparov en compétition et ça, je tenais à le souligner. Ce qui m'amène à dire que notre ami Carsten Høy va avoir fort à faire dans ces Olympiades de Thessalonique, ville en Grèce, jouées en 1988 et donc dans cette partie qu'il oppose au monstre sacré Boris Gulko, Carsten Høy débute par le coup D4. Alors, je vous ai illustré avec des flèches les idées principales des coups, comme ça je n'ai pas besoin de passer des heures sur chaque coup, d'autant que vous allez le voir, dans l'ouverture, il n'y a pas grand chose à dire. Les noirs répondent E6, alors je précise pour les débutants que Boris Gulko laisse la possibilité à son adversaire de jouer E4 et de prendre le centre, de telle manière qu'il pourra jouer D5 et donc se garder la possibilité pour lui de jouer une défense française. Mais Carsten Høy ne l'entend pas de cette oreille et il vient jouer cavalier F3. Les noirs répondent C5, ils viennent directement attaquer le centre blanc, raison pour laquelle E3 est joué et nous avons atteint ce qu'on appelle un système call. Alors ce système où le fou de case noire des blancs est enfermé derrière sa propre chaîne de pions et où le fou de case blanche s'apprête à sortir permettant un petit roc rapide tient son nom du joueur sextuple champion de Belgique, c'est quand même pas rien, Edgar Kolle, qu'il a employé à de nombreuses reprises et qu'il a popularisé du temps pour vous donner une idée de Capablanca, donc les années 1920. Les noirs répondent cavalier F6, fou D3, B6, vous le voyez, tous les coups sont logiques. Petit roc, évidemment, on met son roi à l'abri. Fou B7 qui vient placer le fou sur la grande diagonale blanche. Cavalier BD2, C prend D4, E prend D4, ce qui permettra maintenant au fou de se libérer, le fou de case noire des blancs. Fou E7, tour 1 et petit roc, et ça y est, les noirs roc. Donc les deux joueurs ont mis leur roi à l'abri et nous entrons maintenant dans la phase dite du milieu de partie. C3 pour soutenir D4, D6 peut-être pour appuyer E5, Dame 2, tour E8, cavalier F1, cavalier BD7, cavalier G3, fou F8, donc la tour est placée en face de la dame, ce n'est jamais une mauvaise chose j'ai envie de dire, fou G5 qui vient clouer le cavalier F6 à la dame noire, donc clouage relatif, et H6 qui demande au fou, qui pose une question au fou, que fais-tu, est-ce que tu t'échanges ou est-ce que tu t'en vas, et Carsten Høy décide de reculer en D2 et de conserver sa paire de fou. Dame C7, fou C2, on va comprendre l'idée de ce coup dans un petit instant, fou D5, alors sans doute pour venir sur C4 taquiner la dame 2 ou bien faire pression sur le pion A2 si la tour A1 quittait son poste. Raison pour laquelle B3 est répondu, mais l'idée de fou D5 c'était pas seulement de venir attaquer la case C4 ou le pion A2, mais c'était également de laisser la place à la dame B7, de telle manière que maintenant les noirs créent ce qu'on appelle la batterie de Smyslov qui menace de venir prendre le cavalier F3 et de casser la structure de pion des blancs, certes au prix de la
paire de fou. Les blancs jouent cavalier H4 pour l'éviter, B5 qui vient empêcher de jouer le coup C4, dame D3, donc maintenant on comprend l'idée des blancs qui était de créer leur propre batterie, mais avec la dame devant, ce qui fait que si le cavalier F6 bouge, c'est échec et mat, et G5 de la part des noirs. Alors les noirs s'affaiblissent, mais ils pensent que en chassant le cavalier qui reviendra sur F3 et en échangeant sur F3, eh bien ils auront l'avantage du fait de la structure de pion éclatée des blancs. Les noirs placent leur fou en fianchetto et la fameuse combinaison dont je vous parlais tout à l'heure à laquelle vous n'êtes pas préparé va commencer. Carsten Hoy va chercher à ouvrir le jeu pour sa paire de fous. Rappelez-vous que les fous sont meilleurs dans les positions dites ouvertes et en même temps, il va chercher à tirer profit de la position quelque peu exposée, quelque peu affaiblie du roi noir. Et pour cela, comment va-t-il faire? Eh bien, il va jouer l'intéressant sacrifice de pion H2, H4. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, c'est un sacrifice de pion, mais ça va, t'es bien gentil, mais on est loin d'une immortelle, et pour le moment, on arrive encore à suivre. Oui, attendez un instant. Donc, dans l'immédiat, vous êtes d'accord pour dire, on menace H prend G5, H prend G5, et fou prend G5, gagnant un pion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les noirs sinon G prend H4? Je ne vois pas trop. Donc, les noirs ont accepté le sacrifice si c'est ce que vous me demandez. Bon, les blancs ont leur cavalier attaqué. Ce cavalier saute donc sur la case 4, d'où il se centralise et vient attaquer le pion D6, qui, s'il était pris par le cavalier, ferait une fourchette entre la dame et la tour. Facile, me direz-vous, il suffit de jouer dame C6 qui casse l'attaque du cavalier sur le pion D6. C'est ça ton immortel? Et attendez, j'y arrive. Regardez bien le coup de folie qui va arriver. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, roi H1. Ah, vous êtes déçus? Vous trouvez pas que c'est un coup de ouf? Vous en voulez encore? Vous ne voyez toujours pas le boulet arriver? Et après, cavalier H5, tour G1, rendu possible par le coup précédent des blancs. Vous le voyez arriver, le boulet? En tout cas, Boris Gulko va le sentir arriver, le boulet, lui. Et il va jouer roi F8, tentant de fuir avec son roi, mais également de déclouer son fou. Malheureusement, il est trop tard. À vous de jouer. Et avez-vous trouvé le premier coup de massue tour prend G7? GG. Et pourtant, croyez-moi, ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu. Bon, dans l'immédiat, les blancs viennent de prendre une pièce. Et si on ne récupère pas la tour, évidemment c'est bête puisqu'on a perdu une pièce, ce qui fait qu'on est obligé d'accepter la tour et donc le sacrifice de qualité. Dans la partie, il y a eu le coup roi prend G7 de jouer. Si à la place on avait pris la tour avec le cavalier, alors ça ne servait à rien puisqu'après fou prend H6, le cavalier est cloué de façon absolue et vous le voyez, on ne peut pas le défendre. Il va suivre tour G1 et on va récupérer en fait 2 pièces pour la tour. Et me direz-vous, pourquoi avoir sacrifié la qualité côté blanc? Eh bien, c'était pour jouer fou prend H6 échec. Boum! Et les noirs ont accepté le fou. Plus exactement, il s'agit de leur meilleure chance pratique, car croyez-moi, dans toutes les autres variantes autres que l'acceptation du fou par les noirs, l'ordinateur donne un énorme avantage aux blancs, voire échec et mat dans certaines lignes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de savoir que se passe-t-il en cas d'acceptation du fou par les noirs. Eh bien, les blancs avaient prévu le coup tour G1 qui, dans un sens, referme la boîte, c'est-à-dire que les noirs ont maintenant leur roi coupé. Les noirs jouent maintenant F5 qui vient attaquer le cavalier, mais également interrompre la connexion, vous le voyez, avec les cercles de la dame blanche avec la case H7, qui permettrait de faire échec et mat si jamais le cavalier blanc venait à bouger. Donc on essaie de faire d'un coup 2 pierres, ou d'une pierre 2 coups, comme vous voulez. Les blancs ont joué le coup intermédiaire dame 3 échec, et les noirs choisissent de parer en jouant F4. Et dans cette position, on se dit qu'il serait peut-être judicieux de ramener la dame blanche sur D3, d'où elle attaquera de nouveau la diagonale blanche de nouveau ouverte. Vous suivez le raisonnement? Mais ce que Boris Gulko ne savait pas, n'avait pas compris ou n'avait pas voulu voir, c'était que dans une journée telle que celle-là, hors du commun, Carsten Hoy avait été frappé par la grâce de la déesse du jeu d'échecs, Kaïsa. Il approcha alors sa main du centre de l'échiquier, se saisit d'une pièce et son coup claquant comme la foudre fit s'abattre le tonnerre sur un Boris Gulko complètement médusé. Ce coup, quel est-il? À vous de jouer. Alors avez-vous trouvé l'explosif, le fracassant, le destructeur, le tonitruant cavalier prend D6? Eh bien, je ne peux vous applaudir car les bras m'en tombent d'admiration. Dans la partie, les noirs ont accepté le sacrifice du cavalier. Évidemment, l'acceptation du sacrifice de la dame serait sanctionnée par le merveilleux cavalier F7, échec et mat.
Les blancs ont encore joué dame d3 menaçant dame h7 échec et mat et les noirs ont joué cavalier f8 pour les en empêcher. Le coup blanc, effrayant s'il en fut, destructeur à souhait, ne se fit pas attendre, punissant un Boris Goulko définitivement aux abois. Ce coup, compagnon, c'est à toi de le trouver, à toi et personne d'autre. Et ce coup, le coup de grâce, l'estocade finale est porté par le mirobolant dame h7 échec, après quoi les noirs, complètement écœurés, ont jeté l'éponge. L'acceptation du deuxième sacrifice de dame conduirait en effet à un splendide mat des épaulettes où les deux cavaliers bloquent le roi noir. Pas mal, non ? Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous promets pour ma part de revenir très bientôt avec quelques chefs-d'œuvre sous le bras dont vous me direz des nouvelles. Pour l'heure, je vais vous laisser. N'oubliez pas pour les nouvelles et nouveaux parmi vous de vous abonner, très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles aventures échiquiennes ensemble. Ciao tout le monde!